Bonjour, bienvenue dans notre édition régionale. Aujourd'hui, deux invités nous accompagneront, les docteurs Célini et Sikolina, qui viendront nous parler de ce colloque organisé cet après-midi au Rézé sur les perturbateurs endocriniens. Vous en saurez évidemment un peu plus dans un instant. Mais ouvrons d'abord cette édition par cette action de la municipalité des Abîmes qui entend sensibiliser les actions citoyennes pour la propreté et l'environnement, et notamment dans ces cités où les incivilités polluent en quelque sorte la vie. Le reportage de Anne-Elisabeth Artsen et Patrick Uri. À Grand-Camp, les déchets et les encombrants en tout genre font désormais partie du décor. Une situation de plus en plus préoccupante pour les habitants. C'est donc en ce sens que la ville des Abîmes avait organisé ce samedi 17 octobre une matinée de sensibilisation sur la propreté et l'environnement. Romain Catherine, habitante de Grand-Camp depuis 1999, nous exprime son malaise face à une situation qui prend de plus en plus d'ampleur. Depuis que je viens là, c'est bien. Mais il y a un bon moment, un lot problème, difficulté, un lot problème là. Et puis, malpropreté, mon père m'a malpropreté. Parce que si on met un poubelle pour mettre des ordis, on va mettre des ordis là qui ne peut aller. Mais c'est mon gars nous rester dans la cité là, et il y a foutre toutes les ordis en bas, les escaliers là. Et puis, il y a un bon moment là parfois. Parce que pourquoi il y a été parfois, c'est mon gars paix, parce qu'il y a de l'eau là, il y a de lettres là, il y a de zéro là, il y a de l'eau ordis là, tout ça est en là, il y a de lâcher en bas. Je espérer la mobilisation ça. Pour que nous pour conscience et pour que nous ça qui propre et pour vivre là, vivre à côté, pour ça nettoyer place là, pas faire n'importe quoi. La ville tente d'éradiquer ce manque de civisme par la sensibilisation avant tout, comme nous l'explique Teddy Foul, l'élu délégué à la gestion urbaine de proximité et au relogement. On a quand même appuyé avec les bailleurs, mais la ville a toujours tenu quand même à respecter tout ce qui est ramassage d'ordures. Donc il ne suffit pas simplement de déposer et de se dire on va passer. Il y a un jour précis, il y a une programmation qui est faite en amont, de manière justement ne pas laisser ce spectacle, hein, puisque aujourd'hui, au regard des habitants, c'est au quotidien qu'on se retrouve confronté à tout ce qui est agression visuelle, je pense, par rapport aux ordures. Donc nous allons permettre, lors de cette rencontre, échanger avec la population, mais leur rappeler surtout qu'il y a une phase de ramassage, il y a une phase de dépôt, de manière à justement éviter qu'ils soient au contact de tout ce qui est détritus qui peut porter atteinte à leur santé. Nous, on est dans la continuité, on est dans la projection de l'avenir, surtout en se disant que les actions que nous menons aujourd'hui vont servir pour demain. Donc moi, je prends tout simplement, je dirais à la population, tes déchets sont mes déchets. Depuis 2 ans, le SIG a dégagé un espace pour stocker tous ces déchets. Il est géré par M. Castanet Jean-Yves. L'objectif est de récupérer ces encombrants une fois par mois afin de les recycler et d'améliorer le cadre de vie de ses locataires. Alors que le Grand Port Île de Guadeloupe est déjà en négociation avec la profession des marins-pêcheurs pour des indemnisations dues aux travaux réalisés au cours des dernières années, ces marins-pêcheurs soulèvent de nouveau les perturbations provoquées par les travaux actuels sur la faune marine. Le reportage de Richard Scott Thomas et Patrick Curie. C'est un chantier gigantesque que celui du nouveau port autonome de la Guadeloupe, renommé pour l'occasion Grand Port Maritime. L'infrastructure portuaire doit passer de 11 mètres à 16 mètres de tirant d'eau. Pour cela, il va falloir extraire 7 millions de mètres cubes de sédiments du fond de la mer. Oui, mais voilà, déplacer un tel volume de sédiments a des conséquences que les marins-pêcheurs sont les premiers à subir. En faisant une campagne de 3 mois sur des fonds de 250, 300 mètres, 400 mètres, qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'incidence. Avec tout ce qui est sorti, je crois qu'il y a 800 millions de tonnes de merde, je dirais, qui sont sortis de la darse et que, bon ben, résultat, ça a été rejeté à la mer. Le port a refusé de faire le tour, c'était trop cher pour eux d'aller faire le tour, mettre ça à la côte sous le vent, où ça allait peut-être plus facilement se dispatcher. Depuis des mois, les marins-pêcheurs se battent pour faire entendre leur voix. Le futur port va encore compliquer leur activité. Il leur faut à présent subir ces sédiments. Puisque normalement, comme on n'est pas scientifique, mais on a fait des études de biologie dans notre pêche,
Au niveau des récifs ou des coraux qui sont à une profondeur que le sol ne le pénètre pas, dès que ces coraux sont morts, on a prolifération de, comment s'appelle, le cuivre, la ciguatera. Et on peut avoir un problème de ciguatera en Guadeloupe dans la zone où il y a les coraux morts au niveau des sédiments. Pour l'instant, la direction du port autonome ne souhaite pas s'exprimer. Selon les dernières estimations, les travaux du nouveau port autonome se termineront plus tôt que prévu, en début 2016. D'ici là, les négociations entre la direction et les marins pêcheurs continuent. Un sujet qui a fait réagir nos deux invités, nous en parlerons probablement dans un instant. C'était hier la première de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, Télescopie, un rendez-vous que vous retrouverez désormais chaque vendredi à 20h. Hier, nous recevions Laurent Bernier, maire de Saint-François, candidat tête de liste aux prochaines régionales, mais surtout président du SIAG. Les abonnés de Capesterre-Bello, qui reçoivent des lettres de rappel pour impayés, devront bien s'acquitter de leurs factures. C'est ce qu'a dit en substance Laurent Bernier, qui à ce sujet a porté des accusations à l'encontre de Lucette Michaud-Chevry, la présidente de la communauté du Sud-Basse-Terre. On l'écoute. Alors, je veux dire simplement quelque chose aux Guadeloupéens qui nous écoutent. Depuis plus de 22 mois, ce sont des Guadeloupéens qui payent pour la CSBT. Ce sont d'autres Guadeloupéens qui payent pour d'autres Guadeloupéens qui travaillent dans les usines et qui produisent de l'eau pour le compte d'autres Guadeloupéens. Je crois qu'il faut mettre un terme à ces petites dérives et on n'a plus le temps d'attendre. Télescopie, donc, notre rendez-vous hebdomadaire, chaque vendredi, 20h. Les impôts vont augmenter, mais ça fera aussi peut-être réagir nos invités dans bon nombre de nos communes. La plupart en déficit sont sous le coup d'injonctions de la Chambre régionale des comptes pour redresser leurs finances. 3/4 des communes guadeloupéennes ont obtenu de repousser le recouvrement de leurs impôts locaux afin de les réviser à la hausse, évidemment. Karine Gielman s'est rendue à Port-Louis. On a fait casser les routes et on ne fait rien. On ne fait rien. Alors je ne sais pas pourquoi on paie autant d'argent. Il y a des communes qui n'ont pas assez de budget normalement. Je pense qu'ils auraient dû faire cotiser à part pour aider ces communes-là, parce que ces communes méritent d'être aidées. Non, ce n'est pas justifié. Ça monte, ça descend. Parfois c'est logique, mais parfois aussi on ne peut plus parce que le coût de la vie augmente à chaque moment. Moins de 6 000 habitants et plus de 3 200 foyers fiscaux, plus de 6 millions de déficit budgétaire et moins de 800 personnes imposables. L'équation est complexe à résoudre à Port-Louis. Cette augmentation de 10% des impôts, c'était légitime, c'était nécessaire, je pourrais même dire. Sinon, il y aurait eu de facto une augmentation de près de 50% que l'État, la préfecture nous aurait imposé. Mais nous, après discussion, j'ai pu obtenir de l'État, de la préfecture, qu'il y ait une augmentation de 10%, qu'on mette en place véritablement un plan de redressement qu'on devra soumettre d'ici la fin de l'année à l'État de manière à ce qu'on puisse voir bien la volonté de notre collectivité, la volonté du maire de faire en sorte de juguler, en tout cas de stagner ce déficit. Pour résoudre la situation, la mairie de Port-Louis met en avant la démocratie participative en affichant une volonté d'impliquer les citoyens. J'ai dit tiens, effectivement qu'on n'a pas de moyens, mais on a des intelligences et puis ça, on a quand même certaines énergies parce que nos intelligences, nos bois, nos forces, c'est des énergies qu'il va falloir mettre au service de la collectivité. Mais comme je viens de vous le préciser, il va falloir bien penser la chose. Les habitants de Port-Louis font face à la cherté de la vie. La situation n'est pas unique et trouver des solutions différentes, voire alternatives, est de plus en plus courant. Vous m'avez condamné à mort, merci, bonne fin de journée à vous. Ce n'est pas moi qui prononce cette phrase à votre rencontre, c'est celle prononcée hier par le Guadeloupéen Fabrice Borromé à l'énoncé du verdict du tribunal correctionnel de Béthune, devant lequel il comparaissait pour, vous vous en souvenez, la prise d'otage du directeur adjoint de la prison de Vendin-le-Veil le 9 septembre dernier. Borromé, un détenu reconnu dangereux, condamné pour de multiples faits, et qui réclame son transfert en Guadeloupe, doit maintenant purger au total 36 années de détention. Son avocat a annoncé sa décision de faire appel de cette dernière condamnation.
Les perturbateurs endocriniens, c'est le thème de ce colloque qui se déroule cet après-midi à l'espace régional du Rézé, un colloque à l'initiative de l'association OCDOM. Sa présidente nous en donnera la signification dans un instant. Un colloque organisé en partenariat avec SOS Environnement, et on comprend pourquoi vous réagissiez tout à l'heure, et l'Union des consommateurs. Bonjour à l'une, le docteur Cellini, vous êtes donc la présidente de l'OCDOM, et le docteur André Siconella, qui lui est toxicologue, et vous êtes également président du réseau Environnement Santé de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur Cellini, pourquoi ce colloque? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un état des lieux en Guadeloupe qui nécessite une alerte aujourd'hui? Je pense il faut savoir que déjà, l'association l'OCDOM, c'est une association... Alors, j'ai dit l'OCDOM, vous m'avez Oui, rectifié. c'est l'OCDOM, c'est Observatoire Central des Outre-mer. En fait, c'est un groupe de réflexion qui est basé à Paris dans le 19e et qui a pour but justement d'informer, de sensibiliser les ultramarins de France, et les ultramarins de France, que ce soit de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, des problèmes environnementaux qui se posent dans nos régions, de façon qu'ils ne soient pas coupés de leurs racines, et surtout d'essayer de mener des réflexions sous forme de colloques, de conférences, en échangeant aussi avec les particuliers pour pouvoir être une force de proposition. On vous avait réagi donc à ce questionnement sur les perturbations provoquées par les travaux dans le port. Il y a des risques là, selon vous? Mais écoutez, moi personnellement, je suis écologiste, et quand il y a eu les travaux du port, ça m'a fait quand même réagir, dans la mesure où on perd une partie de nos récifs de coraux. Il faudrait savoir quand même que pour pouvoir construire des récifs, c'est des millions d'années. Et en très peu de temps, on détruit tout. Donc, effectivement, ça vous fait réagir. On se demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup de casser des millions de travaux de petites bestioles pour construire des récifs, et puis juste pour avoir une économie beaucoup plus importante, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? L'opposition entre le développement économique et la protection de la nature. De la protection de la nature. Docteur Siconella, je l'ai dit, vous êtes toxicologue. Qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? Un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui va perturber le fonctionnement du système hormonal. Alors, l'exemple le plus connu aujourd'hui, c'est le bisphénol A. Et nous avons obtenu, c'est l'action du réseau Environnement Santé qui a obtenu l'interdiction du bisphénol A dans les biberons. On faisait des biberons avec une matière plastique qui est en fait une hormone de synthèse. Alors, et ces perturbations ont quelles conséquences? Eh bien, le bisphénol A, toujours, nous donne un très bon exemple. Ça induit à la fois obésité, diabète, des cancers du type cancer du sein, cancer de la prostate, des troubles de la reproduction, l'abaissement de l'âge de la puberté, malformation génitale, des troubles du comportement comme l'hyperactivité ou même l'autisme. Alors, est-ce qu'il y a les grandes maladies d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une liste de ces produits qui est exhaustive, ou alors il y a d'autres produits dont on méconnaît encore aujourd'hui les effets? On a à la fois une liste à peu près d'1 millier de substances. On a une liste qui est faite par le centre qui s'appelle TEDx aux États-Unis, mais c'est une partie seulement des substances chimiques qui a été testée. Il y a 143 000 substances qui ont été mises sur le marché et seulement quelques milliers ont été testées. Donc il y en a d'autres encore à découvrir. Alors on sait que le chlordécone fait beaucoup de bruit ici. Est-ce qu'il y a d'autres substances de ce type en Guadeloupe Oui, vraisemblablement. En Guadeloupe, comme partout ailleurs, on a utilisé les biberons au bisphénol A. On utilise toujours d'ailleurs des poêles avec des revêtements adhésifs qui sont à base de perfluorés. Les perfluorés, voilà une grande famille de perturbateurs endocriniens, les phtalates. On utilise des phtalates dans les plastiques souples. Et les établissements de soins continuent... Vous voulez dire ces bouteilles d'eau, de boissons minérales? Oui, en partie. Mais dans les établissements de soins, on utilise des tubulures en plastique qui sont faites à partir de phtalates.
Or, on contamine les prématurés avec ces phtalates. Vous voyez, donc on a un problème. On a des cosmétiques aussi. Les phtalates, toujours. Alors, quelle est la solution pour prévenir, parce qu'en réalité, ce colloque est destiné à cela. Tout à fait. Être plus vigilant dans l'autorisation de médicaments, de produits, de tout ordre. Au niveau, effectivement, national et européen, bien sûr, mais au niveau du consommateur, lui donner effectivement les éléments pour choisir. Il y a des cosmétiques sans perturbateurs endocriniens. On commence à avoir des cosmétiques sans parabènes, par exemple. Là, une autre grande famille. Puis il faut choisir, effectivement, ces cosmétiques. On sait qu'on protège sa santé. Ce qui est important avec les perturbateurs endocriniens, c'est de comprendre que c'est l'exposition pendant la grossesse qui va impacter la santé de l'enfant, du futur adulte, et même sur plusieurs générations. C'est un changement, ce qu'on appelle le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens. Ça bouleverse totalement la toxicologie. Et donc, ça bouleverse aussi la façon dont il faut gérer ces substances. On ne peut plus les gérer par la dose, comme on le fait encore avec le chlordécone. Il faut les éliminer au maximum. Un dernier mot, vous évoquez dans la documentation qui est à notre disposition l'effet cocktail. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. L'effet cocktail, c'est quand vous avez effectivement plusieurs substances qui, individuellement, n'ont pas à agir, mais vous les mettez ensemble. Et là, ça va exploser. On dit 0 plus 0 égale 40, par exemple. Voilà. Eh bien, on a un exemple récent, une publication récente, qui montre effectivement qu'un effet combiné du chlordane, qui est un peu le cousin germain du chlordécone, et de l'éthényl-estradiol, qui est la substance utilisée dans la pilule. Autrement dit, il faut que nous fassions attention à tout ce que nous consommons, alors, y compris le contenu comme le contenant d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on a compris une grande partie de la croissance des maladies chroniques, et je voulais insister sur ce point. La Guadeloupe est le premier département du point de vue des maladies chroniques en France. Vous avez là un record qui est un triste record. Un triste record. Et qu'il faut effectivement aujourd'hui se mobiliser par rapport à ça. Alors c'est pas uniquement la Guadeloupe, la France d'une façon générale est impactée par la croissance des maladies cardiovasculaires, de l'obésité, du diabète, des cancers et des troubles de la reproduction. On a perdu 30% de la qualité du sperme en 20 ans, vous voyez, donc on a tous ces phénomènes qui nous montrent que ça clignote, les signaux clignotent et il faut agir. C'est ça le point. Un dernier mot, docteur Cellini. Donc ce colloque s'adresse à qui cet après-midi? Mais à tout public. Hein. Donc les jeunes, les vieux, tout le monde. Parce que je pense que c'est très important qu'il faut s'informer, sensibiliser ses voisins qui ne peuvent pas venir. Et on a la chance d'avoir le docteur Sikouli là. Et je pense qu'il faut qu'on aille écouter ce qu'il a à nous dire pour qu'on puisse agir à notre niveau, en menant des petites actions au quotidien, c'est-à-dire choisir ce qu'on mange, manger local et essayer d'éviter au maximum des vêtements qui sont à base de pétrole et qui sentent le pétrole et on voit que c'est très mauvais. Vous laisserai développer tout ça dans votre colloque qui commence cet après-midi à 16h. Non, à 14h. À 14h, pardon, à l'espace régional du Rézé que tout le monde connaît désormais. Vous voulez peut-être saisir une occasion, comme moi. Je parle évidemment de véhicules. Le salon du véhicule d'occasion se tient actuellement au parc d'activités à Jarry. Eh bien, Éric Pommier, notre spécialiste, vous le connaissez, y a fait un tour aujourd'hui pour constater bien les difficultés qu'il pourrait y avoir à acquérir un véhicule d'occasion. Petite citadine, véhicule premium, SUV ou autre catégorie. Environ 180 véhicules depuis hier font la part belle du salon automobile de l'occasion organisé par France Antilles. Crise oblige, il s'est vendu près de 15 000 véhicules deuxième main en Guadeloupe en 2014. En France, plus de 5 millions ont trouvé acquéreurs contre 1,8 million de véhicules neufs. Depuis son ouverture, l'organisateur annonce plus d'une trentaine de ces véhicules vendus. La voiture d'occasion donc conserve sa cote. En tout cas, sur ce salon, la cote peut s'expliquer comment? Par rapport au professionnalisme des concessionnaires, les voitures sont révisées, sont garanties. Donc effectivement, on repart rassuré. Donc c'est aussi pour ça, je pense que ce salon fonctionne aussi bien. En 2014, le prix moyen d'une voiture neuve était d'un peu plus de 24 000 €, trop cher pour un jeune ménage, d'autant plus qu'une voiture neuve se déprécie rapidement de 20 à 30% la première année. Alors le choix de la voiture d'occasion est une bonne alternative selon certains connaisseurs. Oui, au jour d'aujourd'hui, je pense que les citoyens vont plus se tourner plutôt vers les véhicules d'occasion car le coût est beaucoup moins important. Et comme on le voit aujourd'hui, les véhicules d'occasion sont toujours bien entretenus, sont toujours des véhicules premium. Donc je pense que oui, ils ont un peu plus la cote que les véhicules neufs.
Aujourd'hui, les voitures sont généralement contrôlées. Bon, à part quelques problèmes peut-être qu'on pourrait rencontrer sur une voiture accidentée, on ne sait pas, mais en général, les voitures sont entretenues, quoi. Dénicher la bonne affaire reste le plus dur, encore que les concessionnaires ont trouvé l'astuce pour séduire les clients. La majorité du temps, nous avons encore la chance d'avoir des véhicules récents, donc qui ont moins de 2 ans, donc qui sont encore sous garantie constructeur. Et sinon, passé les 2 ans, nous offrons toujours les 3 mois obligatoires, donc moteur, bois de pont. Mais d'une manière générale, tous nos clients, quel que soit le problème qu'ils aient, reviennent nous voir et on trouve toujours un terrain d'entente pour les accompagner, aussi bien sur les travaux mécaniques que sur la carrosserie. L'occasion fait le larron, dit-on, mais en matière d'achat d'un véhicule d'occasion, mieux vaut rester vigilant. L'idéal, quand on n'est pas sûr d'une nouvelle acquisition, avoir recours à un expert. Et ce salon du véhicule d'occasion se tient, je vous l'ai dit, au parc d'activités de Jarry et se déroule jusqu'à demain. Vous avez donc le temps encore de vous y rendre. Place maintenant à notre tour traditionnel, notre tour d'horizon traditionnel dans notre grande région de la Caraïbe. En Haïti, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé d'1 année la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH. À l'issue de cette prolongation, c'est-à-dire au 15 octobre 2016, une évaluation des actions de la MINUSTAH sera lancée en vue de son éventuel retrait. Rappelons que cette prolongation a lieu dans un contexte tendu où Amnesty International accuse le personnel de l'ONU d'avoir introduit le choléra en Haïti. Saint Kitts et Nevis ne sont pas éligibles au fonds de soutien de 550 millions de dollars qu'octroie le gouvernement britannique à la région. L'aide concerne les pays relevant de l'APD, l'aide publique au développement, à laquelle ne seraient pas éligibles Saint Kitts et Nevis en raison de leur haut revenu national. Le gouvernement kittissien a fait remarquer que le développement d'un pays ne se mesurait pas uniquement à son PIB, mais aussi à sa petite taille et à sa grande vulnérabilité aux chocs extérieurs. Bien que plusieurs autres îles de la Caraïbe soutiennent le gouvernement kittissien, l'Angleterre ne semble pas sensible à cette réévaluation. Cuba, où 20 artisans haïtiens et de la République dominicaine ont suivi une formation de 25 jours avec 2 des plus grands maîtres de l'artisanat cubain, Maite Domingo et Yanel Rodriguez. Ce programme financé par l'Union européenne au titre de Fonds européens de développement a été l'occasion pour les artisans haïtiens et dominicains d'accroître leurs connaissances en matière d'orfèvrerie et de techniques de conception et de transformation de métaux précieux. Les bijoux et accessoires ainsi créés seront présentés lors de la très prochaine semaine de la mode de la République dominicaine. J'ajoute à cette actualité caribéenne l'arrestation jeudi de l'opposant social-démocrate vénézuélien Manuel Rosales, ancien adversaire d'Hugo Chavez, contre lequel il s'était d'ailleurs présenté à l'élection présidentielle en 2006. Manuel Rosales, de retour d'un exil de 6 ans au Pérou, a été appréhendé à son arrivée à Maracaibo. Il avait d'ailleurs annoncé lui-même son retour il y a de cela, une semaine. On en vient au sport avec les 10 km de Petit-Bourg, une épreuve hors piste au label international et d'ailleurs caribéen, le NACAC, nord-américain et caribéen. Cette épreuve se court cet après-midi. Pas moins de 12 délégations étrangères y participent, des athlètes hommes et femmes venus donc de la Caraïbe, du Canada, et il y a même un Kenyan, la présentation d'Anne-Elisabeth Arsène. Rencontre avec les athlètes du 10 km NACAC de Petit-Bourg au Gosier ce vendredi matin. L'occasion de découvrir la Guadeloupe pour une trentaine de coureurs venus de toute la Caraïbe qui prendront part à la compétition dans les rues de Petit-Bourg ce samedi 17 octobre, comme Rosamond Johnson, originaire de la Jamaïque. Je m'appelle Rosamond Johnson, je suis originaire de la Jamaïque et je représente BVI pour la première fois. Je ne suis jamais venue avant dans une autre île caribéenne et ici, j'aime l'atmosphère. Je suis très excitée à l'idée de participer à cette compétition, mais en même temps, je suis un peu nerveuse et j'espère faire de mon mieux. Laura Batrinck, venue tout droit du Canada, prendra elle aussi le départ de cette 8e édition. Oui, c'est mon première fois en Guadeloupe et pour cette course. J'ai commencé de courir quand j'avais 20 ans, mais j'espère de courir avec les femmes qui vont le plus vite. Malgré les récents événements survenus après la tempête Erika, la Dominique a tenu à participer à cette édition avec Charles Joseph et Jabez Ferreira.
Si pas sorti premier, si pas sorti deuxième, troisième, c'est pas un problème. C'est jeune garçon et il est au fois encore pour faire course là encore. Le Kenya sera également représenté par Kenneth Rotich. Je viens du Kenya et j'espère faire une bonne course demain. Également présent pour cette édition, le Trinidadien Alan Balboulal, membre représentatif de la NACAC, et le portoricain George Richardson Osario de l'Association internationale d'athlétisme, qui se réjouit déjà d'une organisation optimale et qui pense que cette course a le potentiel pour figurer en bonne place parmi les compétitions NACAC. Les athlètes se sont ensuite rendus à Petit-Bourg pour une présentation du circuit avant le début des hostilités de ce samedi 17 octobre. Et les hostilités, comme le dit Anne-Elisabeth, eh bien, c'est à partir de 16h devant la mairie de Petit-Bourg. Attention, évidemment, la circulation sera affectée par cette épreuve cet après-midi.